2020 est à marquer d'une pierre noire, mais elle fut exceptionnelle pour Apple. 2021 s'annonce du même calibre avec la multiplication de nouveautés à un rythme soutenu. Nouveau design pour les Mac, nouvelle puce Apple Silicon, nouveaux AirPods, iPad Pro et AirTags. Les rumeurs de la sortie de lunettes de réalité augmentée et d'une Apple Car sont de retour. Bref, que va sortir Apple en 2021? Débat! Et bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat high-tech hebdomadaire. Toute l'équipe de On refait le Mac se joint à moi pour vous souhaiter une très belle et heureuse année 2021. Bonne année à tous et merci pour votre fidélité encore une fois. N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube avec comme chroniqueur cette semaine à mes côtés en plateau, Monsieur Laurent Pantanach. Bonjour Laurent et bonne année. Pace salut Laurent. Pace salut à tutti. Voilà. Donc à vous tous et à tous nos auditeurs. En duplex également du côté, il est chez lui je crois, il est confiné, Monsieur Cédric Ingrand de LCI. Bonjour Cédric. Salut Olivier, ça va bien chez vous. Je suis content de. Mais vous n'êtes pas nombreux ce soir, c'est bizarre. Vous avez un immense plateau, au moins virtuel. Stéphane Zibi avait trop de travail pour se joindre à nous, donc il s'excuse ce soir. On lui souhaite une bonne année. Et bonne année à toi, Cédric, plein de bonnes choses. Pareil. En duplex également, du côté, je ne sais pas où il se trouve, il est toujours en vadrouille pour tester des voitures électriques. On va en parler ce soir de voitures électriques avec l'Apple Car. Didier Poulicani de Mac Forever. Bonjour Didier, bonne année. Mais bonne année tout le monde. Puis ça fait plaisir de revoir Cédric aussi, qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment. On va avoir plein de choses à dire ce soir. Vous allez voir, c'est une mission passionnante. Pour cette première émission de l'année, nous avons souhaité répondre à cette question: qu'attendre d'Apple en 2021 ? Qu'attendre d'Apple en 2021 ? C'est l'objet de notre sondage qu'on vous a posé cette semaine sur le compte Twitter dont refait le Mac, alias ORLM.tv. Regardez le résultat de ce sondage. Vous étiez 10,6% à répondre un iPhone 13 pliable, 10,6%, pardon. Des lunettes de réalité augmentée, 18,4%. Un nouveau design pour le Mac, largement en tête avec 64,5%. Et loin, très loin derrière, le retour de l'Apple Car seulement 6,5%. Vous êtes donc très nombreux cette semaine à souhaiter cette année l'introduction de nouveaux designs pour les Mac, à commencer par un ordinateur dont les lignes n'ont pas évolué depuis des lustres, l'iMac. On a un peu l'impression, messieurs, que le confinement à répétition ces derniers temps a un peu redonné un intérêt aux ordinateurs de bureau. Vous ne trouvez pas peut-être Laurent ? Non, je pense que... Alors, il y a deux points. Le premier, effectivement, le fait de travailler à la maison a généré plein d'effets incroyables. Par exemple, l'autre jour, je faisais une étude sur les chaises et je me suis rendu compte que des chaises... Sur les chaises. Donc, en fait, je regardais... Et donc, en fait, je regardais la Herman Miller, donc Iron, et en fait, les gens disaient que tous les stocks de chaises d'occasion avaient disparu. Et en fait, on se rend compte que le nombre de ventes d'ordinateurs de maison capable d'être utilisé à la maison, donc non portable, a aussi augmenté. C'est-à-dire que la vente d'écran et d'ordinateur, s'il tout en un, a explosé. Donc, Donc on a bon espoir pour un iMac l'année prochaine, parce qu'en plus, il y a un marché qui a tendance à se tarir ces dernières années pour les portables, et là, ça repart. Et puis, c'est même tendance sur Twitter et nos tweetos qui nous ont laissé des messages et des questions, à l'instar de Philippe Raschke. Regardez, un nouvel iMac pour changer celui que j'utilise depuis 2010 pour le télétravail. Oui, on est dans le ton. Autre remarque de Féfé du 83, un vrai nouvel iMac avec la puce M1. Il y a un écran sans bord. C'est vrai que le design de l'iMac n'a pas évolué depuis longtemps avec ses larges bordures autour de l'écran. C'est plus vraiment... Et en bas. Et surtout en bas. Et surtout en bas. Et regardez, c'est plus vraiment, même si le gris est très magnifique sur l'iMac Pro, c'est plus vraiment dans l'air du temps, Didier ou Cédric. Ouais, moi je suis assez d'accord. Je trouve que ça vieillit quand même un petit peu tout ça. Et moi je trouve ça bien que les gens aussi reviennent un peu au cœur de métier d'Apple, les Mac. Tu vois, en fait, l'arrivée de ces Mac M1 aussi a redonné un petit peu d'intérêt au Mac, je trouve. On s'est dit tiens, c'est peut-être enfin que Apple se réintéresse vraiment aux ordinateurs. Ils vont mettre un peu de pognon là-dedans. Et c'est vrai que là ils ont sorti rapidement leur nouvelle version sans changer les châssis, mais du coup on se dit on pourrait avoir des machines plus fines qui ventilent moins, tu vois, ils pourraient se faire plaisir en fait maintenant, c'est ça. Ouais. Avant ils étaient un peu limités par Intel, par toute cette surchauffe, par AMD et tout.
Là, ils ont de la marge de manœuvre. There is room for improvement, comme dirait Elon Musk. Il y a déjà beaucoup de vide. Aujourd'hui, déjà, quand on ouvre le châssis d'un iMac, on a ouvert récemment la version Intel qui est sortie l'été dernier. Elle est quasiment vide à l'intérieur. Donc, imaginez le gain de place qu'ils vont pouvoir faire avec le M1. Alors, comment on pourrait imaginer cette iMac nouvelle génération? On peut penser qu'il aurait des bords raffinés. Il y a pas mal d'illustrations, de modélisation 3D qui sont parues sur Internet. Ça ressemble en gros à une sorte d'iPad Pro avec un géant. Avec un pied façon iMac. On parle d'une version 24 et 32 pouces. Et on pourrait même se dire que moi, personnellement, je rêverais plus d'un design qui serait inspiré de celui du Mac Pro et de son écran, le Pro Display XDR, l'écran 6K. Ça aurait de la gueule, Cédric. Il est tellement beau, ce design du Mac Pro. Là, tu t'achèterais plus de Mac Pro. Non, mais il y a toujours une continuité de design, tu sais, d'un Mac à l'autre. Et celui du Mac Pro, avec ses petits systèmes d'ouverture, on dirait qu'il est ciselé, le dos de l'X-Pro Display XDR. Il est vraiment magnifique. C'est vrai que c'est très joli et c'est un design dont il pourrait s'inspirer pour des machines de desktop plus simples. Mais c'est vrai que, tu le disais, avec le confinement, le télétravail et le reste, moi, tu vois, je travaille ici avec ma machine principale, c'est un MacBook Pro 15 pouces, mais qui, en fait, que j'ai pas ouvert depuis 8 mois peut-être, et qui fonctionne juste, tu vois, avec un dock, voilà, et qui serait avantageusement remplacé par un Mac Mini un peu puissant ou ce genre de choses. Ouais, en mode sédentaire, quoi. C'est vrai qu'il y a un intérêt renouvelé, j'ai envie de dire, pour des machines de bureau. Et du coup, iMac ou pas iMac, pourquoi pas, mais ce serait presque rigolo de refaire, je sais pas, une gamme à partir du Mac Mini pour en faire, tu vois, plusieurs, des plus puissants, des différents, des plus fins, des que sais-je encore, parce que je pense qu'il y a une vraie demande. Ouais, en clair, les designers d'Apple pourraient vraiment se lâcher de par la liberté qu'offre en matière de refroidissement et de puissance la nouvelle génération de puces M1. Donc je vous ai dit, les rumeurs pensent à une version 24 et 32 pouces. Il y aurait même un prix qui aurait fuité autour des $1,399. On parle même d'une nouvelle souris Magic Mouse. C'est vrai que ça fait des années qu'elle n'a pas évolué et surtout qu'elle est loin de faire l'unanimité. Il y a ceux qu'on aime ou on déteste la Magic Mouse. Il n'y a pas de juste milieu. On voit des images que nous avait tournées l'ami Didier. Bref, les amis, qu'est-ce que vous attendez de ces nouvelles iMac? Si on peut faire un petit inventaire, une wishlist pour cette année 2021. Didier, qu'est-ce que tu mettrais dedans, toi? L'écran sans bord, on est d'accord? Oui, clairement. Je pense aussi que, une caméra d'un petit peu meilleure résolution. Ce serait pas mal d'avoir tout ce qui est, pourquoi pas Face ID ou Touch ID, tu vois, pour s'identifier. C'est vrai que quand tu es habitué sur un MacBook, un MacBook Pro, ça manque sur les ordinateurs de bureau, même sur le clavier, tu vois, il pourrait le mettre sur le clavier, par exemple. La Touch Bar, moi, j'y crois pas trop, même s'ils s'obstinent sur les portables, je pense pas que ça arrive sur les ordinateurs de bureau. Évidemment, une puce plus puissante. Alors moi, je pense pas que ce sera du M1 ou peut-être pour l'entrée de gamme et encore, parce qu'on voit le M1, tu leur mets des gros écrans et tout, il rame quand même un petit peu. Donc moi, je pense plutôt à une puce M1X, M1 je sais pas, on verra un peu ce qu'ils nous sortent, mais ils vont décliner ces puces. Exactement. Et puis, oui, alors peut-être des petites choses à côté. C'est vrai qu'il y a beaucoup de brevets on en parlera tout à l'heure dans le busomètre, mais avec la charge à induction, tu vois, tu pourrais poser ton iPhone sur le pied. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait toujours beaucoup de connectiques, parce que c'est vraiment le point fort des iMac aujourd'hui. Tu peux brancher encore de l'USB-A, tu peux encore mettre des lecteurs SD. J'aimerais bien qu'ils gardent ça. Je suis pas sûr qu'ils le fassent quand même. Ouais. Mais sinon, en fait, quand tu regardes un peu ce qui se fait ailleurs chez Microsoft, moi, ce qui me fait très envie, c'est de pouvoir dessiner dessus. J'aimerais bien qu'ils descendent le pied, avoir un truc comme ça. Là. Tu voudrais un Mac tactile? Quelle drôle d'idée. Enfin, moi, pas tellement, mais je pense qu'il y a plein d'illustrateurs. Quelle drôle d'idée, un Mac tactile. Et tout, vous n'y pensez pas, monsieur Policani. Personne n'a jamais évoqué cette hypothèse. Didier, c'est pas de tout sur ça. À part Olivier F. Je ne connais pas. Tu mettrais quoi dedans? On parlait de Microsoft, c'est vrai qu'ils ont pas mal innové en termes de design ces dernières années, et puis surtout, ils creusent un sillon qui est celui du recyclage et de l'environnement. Lors de la présentation de l'année dernière, souviens-toi, des machines de Microsoft, ils ont beaucoup insisté sur l'accès aux composants. On sait que c'est un défaut, la volonté de souder la RAM, de coller les SSD, les choses comme ça. Est-ce que tu ne penses pas qu'il devrait faire un effort de ce côté-là, justement, dans les nouveaux designs à venir des iMac, Cédric? Il y a des contraintes de design et d'intégration que tu peux comprendre quand tu parles d'un smartphone, par exemple, où là, tu vois, chaque millimètre compte. Mais tu le disais tout à l'heure, quand tu ouvres un iMac aujourd'hui, ça va, il y a de l'air, il y a de la place. Et surtout, il y a la place de mettre des vis, enfin ce que tu veux, tu vois, pour arriver à te permettre au moins de changer simplement,
Processeur, peut-être pas, on n'est pas dans le monde du PC gamer, mais mémoire, stockage et le reste. C'est vrai que coller, ça a le mérite. Je comprends que ça a le mérite de la simplicité au moment du montage, mais c'est pas. On va dire que, ouais, en termes environnementaux et juste de réparabilité du reste, c'est pas d'une grande. Ça va dans le sens de l'histoire. Aujourd'hui, il faut proposer un niveau de réparabilité et pas simplement dire votre machine est obsolète, on la jette. C'est plus possible ce discours aujourd'hui, par les temps qui courent en tout cas. C'est compliqué à tenir, surtout que ce sont des machines qui, du fait de leur puissance intrinsèque, si tu veux, dans 2 ans, elles ne seront pas obsolètes. Bien sûr. Faire. Voilà. Bon. À propos, un mot peut-être à propos du Mac Pro. On sait que Tim Cook a annoncé que la transition se ferait sur 2 ans pour la transition complète. On ne devrait pas donc cette année, vous pensez, s'attendre à une mise à jour en 2021. On a vu, Laurent, souviens-toi, lorsqu'on avait fait le live en septembre, une rumeur qui est parue quelques jours avant le live de septembre. C'était Bloomberg, je me souviens bien, sur la plume de Mark Gurman, qui a indiqué qu'il y aurait peut-être un Mac Pro Mini qui était en préparation. En gros, c'est la version compacte, regardez, du Mac Pro, avec moins d'entrée-sortie, moins d'emplacement PCI Express. Il n'y aurait que 4 contre 8. Encore une fois, dans cette perspective de confinement de machines de bureau, on n'a pas, nous professionnels, besoin d'un Mac Pro pour travailler, mais simplement d'une machine évolutive. Et là, elle aurait sa place, à mon sens. Ouais, je pense qu'il aurait sa place. Alors après, le design est un peu luxueux pour moi, pour faire un mini sur la base. Ça n'est jamais trop luxueux. Non, mais finalement, et tout à l'heure, Cédric le disait très bien, je fais la même chose que lui. C'est-à-dire que mon ordinateur aujourd'hui de bureau, de maison, c'est mon MacBook Pro qui est branché, je l'ai mis sous une table, j'ai juste mes 2 écrans au-dessus et je m'en sers pas. Donc finalement, la force de l'iMac, et on en parlait juste avant, c'est que tout soit intégré dans dans une même pièce, donc peu de câbles. Et aujourd'hui, c'est quand tu te retrouves à être un couple à travailler à la maison, par exemple, tu dois faire 2 bureaux supplémentaires. Avant, tu avais un coin, tu disais, bon, allez, là, c'est le bureau. Un coup, c'était le mari, un coup, c'était la femme. Ordi, ouais, tu travailles dans le divan, tu travailles dans la cuisine, etc. Là, quand tu te retrouves à devoir être confiné, déconfiné, reconfiné, déconfiné, reconfiné, et puis on te demande, si possible, même hors confinement, de faire du home office, bah, finalement, tu te rends compte que, et moi, je le vois, j'ai une partie de mon appartement qui donne sur une cour intérieure, j'ai énormément de personnes qui travaillent au bord de leur fenêtre, quoi, sur un coin. Donc finalement, d'avoir un ordinateur où il y a peu de câbles et trucs, ça donnerait quand même l'avantage à l'iMac. Après, si tu as besoin d'une machine qui doit effectivement évoluer, ça existe. Tu es embêté dans l'univers Apple. Donc oui, ça aurait du sens. Et l'écart de prix est énorme entre l'iMac et le Mac monstrueux. Surtout, tu te payes pas un Mac Pro juste pour faire du home office à distance, quoi. Ouais. Tu disais tout à l'heure, Didier, que Apple cette année a privilégié plutôt l'intégration des nouveaux composants dans l'ancien design. C'est aussi l'avis de Mr S1N3D sur Twitter. Regardez, à mon avis, la poursuite de la transition VRM sera à l'ordre du jour pour les Mac donc, en 2021, donc pas de grosses nouveautés. Mais avec Apple, on ne sait jamais. Il donne pour exemple l'AirPod Max qui sortit mi-décembre. Autre réaction de Laurence Toski, toujours sur Twitter. Belle et heureuse année à toute l'équipe. Merci à vous tous pour les moments que vous nous offrez. Ça fait plaisir. Pour le temps que vous donnez aux émissions, ça fait encore plus plaisir. Merci beaucoup. Mon attente est celle d'un MacBook 14 pouces avec un écran bord à bord qui permet de conserver les dimensions du 13 pouces. Alors le MacBook 14 pouces, c'est également une rumeur, un vrai serpent de mer dont on en parlait depuis très longtemps, depuis des mois maintenant. Souvenez-vous, l'été dernier, encore une fois, l'analyste chinois, le célèbre analyste chinois Ming-Chi Kuo a publié de nombreuses notes à l'automne sur la roadmap d'Apple concernant les Mac Apple Silicon. Et la priorité était véritablement aux ordi portables et l'arrivée d'un MacBook Pro 14,1 pouces qui n'est pas sorti. Apple a sorti effectivement un MacBook Air et un MacBook Pro. Et la particularité, Didier, de ce MacBook Pro 14,1 pouces, c'est qu'il aurait un écran mini LED. Ça permettrait d'abord quoi par rapport à un écran LCD et au-delà, ça permettrait peut-être mieux de le différencier par rapport à la version actuelle du 13 pouces. On sait que le 13 pouces, il est un peu cannibalisé par le MacBook Air aujourd'hui. Oui, en fait, quand tu regardes le cheminement de tout ça, là, ils essayaient de lutter avec Intel, qui avait leur processeur qui chauffait, donc voilà, ils n'arrivaient pas trop à affiner les machines. Après, c'est vrai qu'ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts sur les tailles d'écran. Là, ils auraient pu mettre des écrans un peu plus bord à bord. Et puis, même juste, tu vois, avec le bord, là, tu pourrais faire un 14 pouces dans le châssis du 13 pouces. Moi, je pense qu'effectivement, ils vont peut-être se lâcher un petit peu plus l'année prochaine avec des machines un peu plus fines. Le mini LED, en fait, l'intérêt, c'est aussi que ça consomme moins d'énergie, tu as un meilleur contraste, sans aller forcément vers de l'OLED qui coûte plus cher. Donc,
Voilà, moi je vois bien effectivement une nouvelle génération avec du 14 et du 16 pouces l'année prochaine. Ils attendent aussi peut-être une nouvelle génération de puces, puisque là, effectivement, comme tu le disais, le 13 pouces qu'on a, c'est de l'entrée de gamme. Là, il faut un 13 pouces qui est un peu plus costaud, avec 4 ports Thunderbolt. Donc forcément, il faut une puce qui a un peu plus de lignes PCI Express. Donc il faut une puce un peu plus puissante. Donc je pense qu'ils se sont laissés le temps. Tu vois, c'est assez logique en fait ce qui se passe aujourd'hui. D'abord, on essaye de mettre un peu d'entrée de gamme là dans des machines pour nous montrer ce qu'il y a. Et puis après, on va booster un petit peu les perfs. Et puis on va s'attarder un peu plus sur le design et sur les composants. J'espère qu'ils seront quand même un peu plus ambitieux qu'ils ne l'ont été ces dernières années, parce que c'est vrai qu'on spécule, puis il y a quand même pas de nouveaux designs qui sortent là depuis un petit moment. Hein. Même le 16 pouces et tout, c'était pas foufou quand même. Hein. Ouais, en tout cas, cette version 14 pouces ou 14,1 pouces remplacerait le MacBook Pro 13 pouces actuel équipé de 4 ports Thunderbolt 3. Tu as raison, Didier, de souligner, qui est toujours équipé du processeur Intel. Oui. Enfin, aujourd'hui, avec le bord à bord, il suffirait si tu revois le design un peu, parce que le problème de l'écran, c'est le bord de l'arrondi. Hein. Il est là. Ouais. Mais si tu revois légèrement le design, tu fais rentrer un 14 pouces dans la même taille. Hein. Mais c'est ce qu'ils ont fait avec le MacBook Pro 16 pouces, qui est toujours un MacBook Pro 15 pouces. Qui a légèrement grandi. Rien un demi-centimètre. Exactement. À propos de machines plus grandes, une question sur Twitter de Frédéric Bascugnana. Ça doit être plutôt du côté de... Ça doit être un basque, ça, si je ne me trompe pas. C'est un pote, en tout cas. Voilà, j'attends avec impatience le retour d'un grand MacBook Pro, grand écran, genre écran 17 pouces. Ça vous semble plausible, messieurs? Qu'est-ce que vous en pensez peut-être avec Cédric? Est-ce que tu vas décevoir? Je ne sais pas, et pourtant j'ai beaucoup travaillé sur un 17, mais c'est vrai que on est plus dans le desktop replacement qu'autre chose. Ils appelaient ça comment? Des ordinateurs transportables, c'est ça? C'est ça, c'est le truc que tu transportes. C'était l'époque du hub. Voilà, Hello, mon grand, salut Oscar. Oscar, j'arrive. Ciao. Tu le sors pas de ton sac chez Starbucks, tu vois ce que je veux dire. Oui, continue. Mais c'est pas le sens de l'histoire. Maintenant, c'est vrai que le souvenir qu'on a du MacBook Pro 17, il était très épais, extrêmement lourd, etc. Vous en avez de la chance de rencontrer Oscar. Oui, je pense qu'il veut prendre la place de son père. Hein, c'est fait. Hein. Il est prêt pour animer le 20h à LCI. Dès que j'ai le dos tourné, je vois qu'il y a des boutons qui s'allument en rouge, ils s'enregistrent dans les micros, tout ça. Parfois, ma fille arrive en disant « Papa, on fait une interview ?» Oui, ok, si tu veux. Mais c'est ça, on a le souvenir de ce gros MacBook Pro 17 qui était très 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 lourd, mais ça c'est terminé. Et c'est vrai que si tu le fais sur les caractéristiques du MacBook Pro actuel, il serait beaucoup plus fin. Enfin bon, voilà, donc on va essayer de pas décourager Frédéric. C'est peut-être pas le sens de l'histoire, mais Apple aime pas trop élargir ses gammes. Attends, je regardais à moi si ma fille ou mon fils n'ont pas débarqué. Non, ça va. Laurent. Moi j'ai eu un 17 aussi. Tu l'embrasses. J'ai eu un 17 et j'ai souvent dit à l'époque du PowerBook, hein, parce que donc il y avait le 12, le 15 et le 17. J'ai toujours détesté le 15 parce que je trouvais que c'était une machine un peu bâtarde, quoi. C'est une machine qui était... Soit tu prenais un truc ultra portable et tu avais le 12, et j'en ai eu deux et j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. J'en ai toujours un qui fonctionnel à la maison. Et j'ai eu le 17. Et le 17, c'est vrai que c'était un confort de folie. Maintenant, la grande question, c'est que c'est vrai que le 17 pourrait être une machine de maison, finalement, tu vois, qui aurait ce côté hybride de la transportabilité quand tu as besoin de le transporter et du grand écran. Cependant, le coût à l'époque était astronomique. Le 17, il était monstrueusement cher. Donc aujourd'hui, ça te coûterait moins cher d'avoir un Mac Mini M1, tu vois, avec même le Mini que tu colles derrière l'écran, d'un écran de bonne qualité, et de t'acheter un portable à côté, quoi. Didier, je crois que tu vas un petit peu refroidir les ardeurs de notre tweetos. Il faudra plutôt se contenter d'un 16 pouces cette année. C'est la machine la plus attendue cette année chez les professionnels, hein, Didier. Ouais, bon, ça fait longtemps qu'ils l'ont viré le 17 pouces. Faut pas oublier quand même un petit détail, c'est qu'à l'époque, quand on prenait le 17 pouces, on avait surtout beaucoup de résolution. Alors que maintenant, en fait, tu as une résolution bien plus élevée, tu peux avoir beaucoup plus de pixels. Avec le Retina. Ouais, voilà, avec le Retina, et puis du coup, voilà, tu peux augmenter un petit peu ta résolution aussi artificiellement. Et c'est vrai qu'avant, c'était aussi ça qu'on cherchait, les 15 pouces étaient un peu plus limités. Mais moi, je suis comme Laurent, c'est-à-dire que je trouvais que ce truc-là avait un confort génial. C'était un transportable, quoi. Il était lourd, il était gros, mais tu pouvais vraiment travailler avec, c'était très agréable. Mais bon, 16 pouces, 17 pouces, on est quand même sur pas grand-chose, là. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le MacBook Pro 16 pouces qui est attendu, très attendu? Il devrait avoir un... Alors, il y a plusieurs sons de cloche. Hein. On parle de nouveau design, mais c'est surtout sous le capot que devrait arriver la bonne nouvelle. C'est le remplacement de la puce d'Intel par une puce M1. On va voir dans un instant si c'est pas peut-être une M1X, voire une M2. Mais parlons un instant essayer de comprendre pourquoi il n'avait pas sorti plus tôt. La difficulté pour Apple, c'est qu'il fallait greffer un GPU. Hein. C'est bien ça, Didier.
Ah oui, là ça, je pense que ça va faire une très grosse puce physiquement, parce que déjà le M1 c'est quand même un gros bébé. Mais là, effectivement, on a fait des tests nous sur pas mal de logiciels, et c'est vrai que effectivement en vidéo des fois le 16 pouces est derrière, même un gros Core i9. Intel, hein. Mais voilà, mais la plupart du temps, les puces Intel restent quand même devant sous Logic, sous pas mal de programmes qui utilisent purement la partie CPU. Donc c'est vrai qu'ils ont besoin de mettre plus de cœur, ça c'est sûr. Ils ont besoin de mettre plus de RAM aussi. Il faut que tu aies au moins 64 Go de RAM au maximum. Il faut plus de lignes PCI Express pour que tu aies plus de ports derrière, pour que tu aies 2 à 4 ports Thunderbolt vrais, quoi. Et que tu puisses brancher plus d'écran aussi, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de limitations autour de ça. Donc forcément, il faut un gros GPU, sachant que la mémoire aussi est partagée entre le GPU et le CPU, donc il faut encore plus de RAM, tu vois, que les machines actuelles. Et puis alors là, moi je suis assez optimiste en fait là-dessus, parce que quand tu vois aujourd'hui, je crois qu'il y a 8 cœurs graphiques sur leur puce, et elle est quasiment équivalente à une AMD d'il y a 2-3 ans. Donc là, si ne serait-ce qu'il double le nombre de cœurs, ça peut déjà faire quelque chose de pas mal. Et je pense effectivement qu'ils vont nous faire un GPU maison sur ces machines. C'est assez logique. Je pense qu'il doit pas être loin. Là, il doit être presque prêt. Et on va avoir une machine qui dépote et surtout qui consomme rien. Parce qu'aujourd'hui, le gros problème, là, tu vois, on a tous des 15 pouces. Ça chauffe à foise. Les ventilateurs qui hurlent, c'est une horreur. Oui, et puis, non, mais surtout, dès que tu fais quelque chose qui demande de la puissance, ça hurle. Et là, d'avoir ça aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont sous Final Cut, là, qui font du montage. J'en connais plein qui disent, oh là là, moi, j'hésite à prendre un 13 pouces juste pour avoir une machine un peu silencieuse, puis qu'on voit bien dans Final Cut Pro. Et effectivement, on se dit, mais évidemment qu'il faut attendre ce 16 pouces, il va nous sauver la vie, quoi. C'est clair. Alors, tu parlais, Apple prépare son propre GPU, il aurait un nom de code, il se dénommerait l'IFUKA, il serait gravé comme la puce M1 à 5 nanomètres et produit comme la puce M1 par TSMC. Cédric, tu peux concevoir qu'Apple conserverait toute la chaîne, c'est-à-dire la puce, le GPU, donc renoncerait à travailler comme historiquement avec un Nvidia ou un AMD, mais au-delà, il se dit même que le GPU serait intégré à la puce, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de carte vidéo externe. Vraiment, le grand but, c'est l'intégration, parce que ces puces, elles sont d'abord, en termes de volume, faites pour du laptop. Donc il faut que les puces soient intégrées, parce que tu les intègres quand même sur des cartes mères qui font aujourd'hui, je sais pas, la largeur d'un iPhone, pas plus. Donc il y a un véritable enjeu. Et puis il y a un enjeu de consommation, et arriver à intégrer tout dans la même puce, c'est aussi un gain assez notable en termes de consommation électrique et de dissipation de chaleur, ce qui fera plaisir à Didier. Oui, de coût, sans jeu de mots. Alors, d'ailleurs, je regarde une réaction de Florian sur Twitter, parce qu'en gros, ce qu'il annoncerait les prochaines générations de puces M1X ou M2, c'est bien l'arrivée d'un super GPU. D'ailleurs, c'est une question de Florian. Donc, salut à toute l'équipe. Que pensez-vous des M2 ou M1X ? Apple pourra-t-il encore faire de grands pas comme ce qu'ils ont fait cet hiver ? Merci et continuez comme ça. Qu'est-ce qu'on entend dire du côté du M1X, peut-être Laurent, voire du M2 ? Il y a eu pas mal de rumeurs assez précises sur ce qu'il y aurait au sein de la puce, si tu veux les lister. 12 cœurs contre 8 pour le M1 actuel. Un 12 cœurs pour le M1X ou le M2. C'est quasiment un gain de 50% en nombre de cœurs, donc en performance encore plus. Ça serait donc 8 de ces 12 cœurs seraient des cœurs haute performance. Donc, tu vois, on est déjà, on gagnerait encore plus, puisque du coup, tu gagnerais sur plus de la moitié. Tu as 4 cœurs qui seraient dits efficaces. Efficient, on croit. Voilà, avec un rapport puissance-consommation qui serait optimisé. Amélioration de la partie GPU, on vient d'en parler, on vient de dire à l'instant. Et plus de RAM, parce qu'aujourd'hui, finalement, on reste bloqué aux 16 Go. Tu vois, beaucoup de gens disent, oui, mais... Et ensuite, alors attention, je crois que c'est Didier qui en avait parlé, 16 Go aussi proche du processeur donne aujourd'hui des performances qui sont un peu supérieures à ce que serait un 16 Go classique dans le référentiel qu'on avait avant, mais bon, il y en a qui disent, moi j'ai besoin de beaucoup plus de RAM pour faire tourner les choses qui sont gourmandes, donc il y a espoir que ça sorte. Donc le M1X, on pourrait l'imaginer qu'il arrive, ou le M2 qu'il arrive assez rapidement. Il privilégierait plutôt, Didier, le MacBook Pro 16 pouces. C'est la machine la plus attendue, ou 16. On verra comment il s'appellera cette machine dans quelques mois, quelques semaines. On annonce même le mois de mars pour cette machine, ou entre le 14 pouces et le 16 pouces, une sortie possible pour le mois de mars. On sait qu'il y a... Je crois que tu dis entre le 14 mars et le 16 mars. Voilà, il y a d'habitude à la mi-mars un event Apple. Le M2 on pourrait imaginer réservé à des machines encore plus puissantes, cette fois-ci des machines de bureau, au Mac Pro, voire
voir à l'iMac. On a déjà son nom de code, je crois, Didier, c'est Jade. J'ai lu des choses complètement folles, jusqu'à 32 cœurs et le GPU jusqu'à 128 cœurs. Je ne sais pas d'où sortent ces infos, mais ça m'a l'air flou et un peu foutage de gueule quand même. Hein. Je sais pas, moi je pense qu'il faut que ça envoie quand même. C'est-à-dire que si te mettent un processeur dans un iMac, là aujourd'hui l'iMac il est pas mal, hein, l'iMac il culmine à 12 cœurs je crois. Ouais. Et c'est quand même une machine qui est très puissante, qui est bien refroidie. Donc tu vois, 12 cœurs Intel, le rapport consommation, tu te rends compte un Mac mini, il fait d'habitude 100 watts, là il en fait plus que 20. Donc si tu prends un iMac haut de gamme qui consomme, je sais pas, 150-200 watts, t'imagines 200 watts que tu pourrais avoir comme performance avec une puce d'Apple. Donc moi ça me paraît pas délirant de blinder de cœur en fait. D'accord. Et surtout sur la partie GPU. Et je pense qu'en fait ils vont pouvoir décliner ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu vois ils l'ont fait un peu sur le MacBook Air. Là je t'enlève 1 ou 2 cœurs graphiques. Et je pense par exemple que tu vois, on va avoir effectivement, là ils ont une espèce d'entrée de gamme un peu linéaire sur toutes les machines d'entrée de gamme. Ils vont avoir une espèce de milieu de gamme et après de trucs complètement fous pour des machines un peu plus puissantes. De toute façon, s'ils veulent remplacer le Mac Pro d'ici, on va dire 1 an et demi là maintenant ou 2 ans, il faut quand même des sacrées puces parce que tu vois les Xeon ça envoie quand même. Donc il faut des revenus. Mais oublions pas, juste un dernier point, c'est que les puces avec plein de cœurs, avec 128 cœurs par exemple, ça existe déjà sur ARM. Il y a des puces serveurs là qui sont sorties récemment et qui sont très très puissantes. Donc ils sont capables de les faire, je pense. Bon, on n'a qu'à se féliciter que l'année s'annonce du moins du côté Apple et côté Mac riche. On a hâte de voir ça et on sera au rendez-vous pour en refaire le Mac. Après les Mac, messieurs, on va parler des prochaines générations d'iPhone. On l'a vu tout à l'heure dans notre sondage. J'y suis arrivé. C'est bien sûr l'un des éléments les plus attendus cette année, c'est l'arrivée au mois de septembre de l'iPhone 13. Et parmi les rumeurs qui ont le plus couru ces dernières semaines, ce sera le retour ou l'arrivée d'un iPhone pliable. Des prototypes auraient passé des tests de durabilité interne. C'est un rapport qui a été repris par l'Economic Daily News. Et ce serait quelque part une réponse à Samsung, bien sûr, et à Motorola, qui ont déjà commercialisé depuis maintenant 2 ans. Regardez, vous avez le Galaxy Fold 2, c'est déjà la 2e génération chez Samsung. Et effectivement, il y a des prototypes qui seraient en circulation. C'est pas vraiment nouveau qu'Apple réalise des prototypes, Cédric. Et on voit plein de prototypes, souviens-toi de la télé, ou même de l'Apple Car. Et finalement, c'est jamais sorti. Donc, c'est pas parce qu'il y a des protos que ça va arriver. Non, c'est normal qu'ils travaillent dessus. Ils avaient même des brevets parce qu'en fait, le plus compliqué dans ces téléphones-là, c'est la charnière. Ouais. Parce que la surface de l'écran, c'est très compliqué. L'ingénierie des charnières, c'est un truc incroyable. Et il faut aller voir de près les charnières chez Samsung, chez Huawei. C'est un boulot et c'est vraiment un boulot tu vois, presque d'horloger parce que c'est du mécanisme en fait. Là, c'est pas du software. Donc, c'est normal qu'ils travaillent dessus pour dire what if. Maintenant, le sortir, je sais pas, je le vois pas. Là encore, parce que ça veut dire une gamme différente. Ça va pas remplacer l'iPhone que tu connais. Ça pour moi, c'est hors de question. C'est ce que je veux dire. C'est pas comme si ça avait fait un carton commercial tel chez ceux qui l'ont fait qu'il faille absolument faire migrer l'iPhone tel qu'on le connaît vers une machine portable. Alors après, c'est vrai que la promesse d'avoir un truc qui ressemble plus à une petite tablette qui se plie machin, pourquoi pas, mais ça veut dire multiplier les gammes. Et ça, on sait que dans l'ensemble, c'est pas quand même trop leur cam. Donc voilà, j'ai un peu de mal à y croire dans la configuration d'Apple telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il faut que je vous laisse. On m'attend, mais j'essaie de vous rejoindre tout à l'heure. Tout de suite, Cédric. Samsung aurait vendu 400 000 Samsung Galaxy Fold 1 en 2019 et pour la version 2 qui a été présentée à la rentrée, le Fold 2 aurait été produit à 800 000 exemplaires. C'est pas rien. C'est 2 fois plus. Ouais. Mais ça reste une niche comparé aux 70 ou 75 millions d'iPhones qui sont vendus par trimestre. Quoi. Non, alors c'est vrai. Moi, j'ai posé la question autour de moi aux gens ce qu'ils attendaient. Et le paradoxe, c'est que, dont Marc, notre ami Marc, qui m'a dit mais moi je pensais prendre le Fold. Ah ouais. Et c'est intéressant, tu te rends compte quand même qu'il y a une petite marge de la population, des clients potentiels, que le Fold attire. Tu vois, non, mais que le produit est une belle démonstration technologique qui fait envie. Mais donc, du coup, ça veut dans dire les usages, je ne sais pas. Il y a potentiellement un marché. Non, mais il y a un marché, mais pour l'instant, c'est un marché niche. Didier, ton avis, tu le trouves peut-être un peu trop cher. C'est près de 2 000 € pour le Fold 2, même s'il a été quelque peu bradé depuis. Et au-delà, il y a toujours cette inquiétude avec l'écran. Est-ce que c'est vraiment au point, etc. À ton avis, Didier?
Moi, je pense un peu comme Cédric. Je pense que c'est pas assez mature pour Apple. Et surtout, quand tu regardes un peu Apple ces dernières années, l'Apple de Tim Cook, hein, comme on le dit, effectivement, ils t'ont sorti des trucs comme le casque, comme voilà, les HomePod, etc. Mais ils n'ont jamais vraiment pris de risque, quoi. C'est pas du tout une boîte qui te sort du prototype. Enfin, en tout cas, elle le fait plus vraiment maintenant. Quand les premiers iMac sont sortis, là, avec la petite charnière complètement folle et tout, bah, aujourd'hui, tu as du mal à imaginer Apple sortir un truc comme ça. Même notre iMac tactile, là, que tu peux dessiner dessus, j'ai du mal à y croire aussi, tu vois. C'est marrant, hein, quand même. Hein. Je trouve qu'on s'est fait à une espèce d'Apple un petit peu plus rationnel comme ça. Ouais. Donc, non, moi, j'y crois pas trop. Mais par contre, je pense que Apple travaille dessus, ça c'est clair, parce que l'avenir, effectivement, bah, oui, puis on a envie d'un téléphone qui se déplie, on a envie d'avoir plus de place comme ça sur son appareil. Oui, et au-delà, la direction qu'a pris Apple ces dernières semaines et ces derniers mois est à l'opposé avec le succès de l'iPhone 12 mini, hein, qui semble montrer que le public... Et là, c'est un gros succès. Hein, c'est bien que le public... Et là, on parle de millions d'unités vendues et pas quelques centaines de milliers. Ça montre que le public aspire plutôt à des téléphones plus compacts. Oui. Et là, ils ont pris le contre-pied totalement. Oui, Samsung, mais hein. Attention, bien sûr, on n'aura jamais les statistiques, hein, mais il semblerait qu'il y ait eu beaucoup de switch. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui n'auraient pas eu les moyens de se payer un iPhone, ce serait une façon de rentrer dans l'univers. C'est pas le format, c'est parce qu'il est un peu moins cher. Bah ouais. Ouais. Enfin, pour moi, il était quasiment au prix équivalent de je sais, mais bon, bref. Alors, en 2021, Didier, on s'attendrait plutôt à une mise à jour classique, hein, des iPhone 12, on l'appellerait peut-être 12S ou 13. 4 iPhone en 2021, un mini, un iPhone 13 ou 12S, un 13 Pro et un 13 Pro Max. Qu'est-ce qu'on s'attend? C'est toujours un peu... Là, il n'y aurait pas de grande surprise, Didier, de ce côté-là. Non, écoute, je pense pas. Mais déjà, 4 iPhones, c'est beaucoup. Et d'ailleurs, quand tu regardes les analystes, ils ont l'air de dire que, par exemple, l'iPhone 12 mini, c'est pas si bien vendu que ça. Contrairement à ce qu'on pensait, tu vois. Bon, ça reste toujours... De toute façon, on n'aura jamais le détail. On n'a plus les chiffres d'unités de vente, malheureusement. Non, et puis, de toute façon, Apple n'a jamais donné ce genre de chiffres. Mais c'est vrai que là, tu te demandes s'ils en ont pas fait un petit peu trop quand même cette année. Tu penses? Mais moi, les gens autour de moi, ils n'arrivent pas à choisir aujourd'hui. Ils sont paumés. En plus, tu as encore les iPhone 11. Alors des fois, un iPhone 11 Pro, il vaut plus le coup qu'un 12. Enfin, tu vois, c'est un peu le bordel. Et c'est vrai que moi, je trouve que ça fait trop. D'ailleurs, quand Steve Jobs était revenu, il avait commencé par rationaliser la gamme. Rationaliser, ouais. Moi, je trouve que ça fait beaucoup. Mais bon, voilà. Moi, je pense que effectivement, ils vont garder un petit peu. Il n'y a pas de gros sauts quand même chaque année. Hein, c'est plutôt une année sur deux. On aurait une puce à 15, peut-être un écran 100 Hz qu'on attend depuis plusieurs générations. L'écran 100 Hz, je pense qu'il va arriver parce qu'en fait, il était surtout limité par Samsung. En fait, le plus dur, c'est d'avoir de l'OLED qui fait du 120 Hz aujourd'hui. Même Samsung galère un peu à en faire sans baisser la résolution, etc., où ça consomme beaucoup trop. Donc ça, apparemment, c'est la technologie, la LPTO, je sais pas quoi, et qui doit arriver donc cette année. Voilà, LTPO, pardon. Le Always On Display, hein, qui permet sur l'Apple Watch d'avoir toujours l'écran qui s'allume. On va en parler en coup de cœur, vous verrez tout à l'heure de l'Apple Watch. On a une petite surprise. L'écran LTPO, donc, qui permet de toujours avoir le cadran et tout en gaspillant un peu moins d'énergie. On s'attend aussi à une amélioration de la qualité photo. On sait qu'on reste bloqué à 12 millions de pixels depuis longtemps maintenant, Didier. On s'attend aussi à ce que on améliore peut-être l'ultra grand angle sur le modèle haut de gamme. C'est du moins l'avis de Mac Rumors. Et puis surtout, Apple est toujours en retard au registre du téléobjectif du zoom. Hein. Ouais, puis bon, c'est vrai que là, par exemple, aujourd'hui sur un iPhone 12, donc qui coûte quand même assez cher, t'as pas de zoom. Et surtout, si tu zoomes dans l'image, tu n'as que 12 mégapixels. Donc tu es quand même limité. Tu vois, si tu veux faire un petit zoom un peu numérique, c'est pas terrible. Et c'est vrai que Samsung a des très très grands capteurs maintenant. Et ça te permet de zoomer dans le capteur, donc de gagner un petit peu en détail sans forcément avoir de zoom, quoi. Ouais, du coup... Et puis la logique avec la 5G qui est arrivée cette année, qui devrait être un peu plus développée d'ici la fin de l'année. On sait que les iPhones européens ne sont pas millimétriques. C'est quelque chose qui est prévu d'ici la fin de l'année en France, début de l'année prochaine. Donc là aussi, on peut penser que ce sera le cas. On parle, j'ai vu, là c'est tout chaud, l'arrivée d'un lidar sur tous les modèles. Ça, j'y crois un peu moins, c'est Silicon Report qui l'annonce. Et puis, une rumeur, souviens-toi, qui est récurrente, l'arrivée d'un capteur d'empreinte digitale. On parle sous l'écran, si on regarde du côté de l'Institut BGR. On sait qu'aujourd'hui, avec la Covid, malheureusement, le masque, c'est juste impossible avec Face ID, que le retour de Touch ID, ce serait un vrai plus. Et on l'a vu qu'il est arrivé sur le côté, sur le bouton lock de l'iPad. Et c'est vraiment sympa. Et là, ils ont le temps de l'intégrer. Ils ont eu le temps d'y réfléchir cette fois-ci, Laurent. Ils ont eu l'année pour se rendre compte que le masque posait problème. Donc,
s'ils doivent, s'ils doivent le sortir, c'est maintenant. Tu vois, ne serait-ce que, même si tu le sortais d'ailleurs que pour une génération, hein, c'est-à-dire la génération masque. Tu disais tout à l'heure hors antenne que l'Australie disait, y compris à ses ressortissants, d'attendre jusqu'à 2022. Je pense que l'année 2021 est loin d'être là. Hier, j'avais un document du ministère sur le plan de vaccination. Des gens normaux, c'est-à-dire ni professionnels de santé, ni âgés, ni... tu prends quelqu'un de un peu plus jeune que nous, tu as une quarantaine d'années. La vaccination, c'est juillet, août 2000. Donc, les choses peuvent évoluer. Mais ça veut dire qu'on va rester masqué un petit bout de temps, quoi. Donc, du coup, c'est un vrai usage. Alors, et puis dernier point concernant les iPhones qui est souvent critiqué, Didier, c'est l'encoche. On sait que beaucoup de constructeurs Android y ont renoncé pour des limites techniques, puisque le système de reconnaissance faciale de l'iPhone est assez compliqué à copier, et qu'Apple a pris une vraie avance de ce côté-là. On s'attend depuis plusieurs générations maintenant, effectivement, à ce que l'encoche diminue. On verra dans la prochaine génération. Voilà ce qu'on pouvait dire autour de l'iPhone. On reste avec Didier, mais c'est pour le busomètre. Le busomètre, ce sont les rumeurs ou actus. On parle beaucoup de rumeurs ce soir, ou actus qui ont le plus buzzé cette semaine ou ces dernières semaines, puisqu'on a pris quelques vacances sur le site Mac Forever, Didier. Oui, avec ce magnifique habillage du busomètre. Oh là là, il est beau, hein. Alors, on commence avec l'iPad Air 9. Alors, je sais pas ce que l'iPad 9. Alors, l'iPad 9, c'est quoi? C'est l'entrée de gamme? L'iPad de entrée de gamme, voilà. Aujourd'hui, on a un iPad 8, 10,2 pouces, qui n'est pas trop cher, autour de 300 €. Et Apple le met à jour à peu près chaque année, ce qui est plutôt cool. Ce n'était pas forcément une habitude chez eux. Et là, il y a une rumeur qui est sortie ces derniers jours qui nous dit qu'apparemment, il serait un petit peu plus fin. Voilà. Mais on aurait toujours Touch ID, on aurait toujours les gros bords. Donc, il y a beaucoup de gens qui espéraient, tu sais, que tu aies un petit peu le châssis de l'iPad Air, là, qui est quand même très cher, le nouvel iPad Air. Bord à bord. Voilà, un peu bord à bord et tout. Mais bon. Mais quelque part, à la limite, c'est pas très grave sur ces tablettes. C'est des tablettes qu'on achète souvent pour les enfants, pour un usage un petit peu scolaire, basique. Donc, voilà. Et puis, Apple réutilise un peu ses moules, ses chaînes de production pour garder des prix bas. Donc, oui, tant qu'ils augmentent les specs. Par contre, on aurait des trucs cool, c'est-à-dire les écrans laminés, du traitement anti-reflet. La tablette serait enfin avec des specs plutôt pas mal, quoi. Ouais, donc ce serait le nouvel entrée de gamme de l'iPad. Deuxième rumeur, on va parler Mac. Tiens, oui, regarde, on parle de Mac et le Mac App Store fête ses 10 ans. Écoute, c'est quand même incroyable. Donc, discrètement, hein. Oui, c'est pas un grand succès, folie, quoi. Non, c'est pas un grand succès. C'était bien parti au tout début, mais c'est vrai qu'il y a énormément de limitations. Les développeurs sont pas très contents. Tu vois, même nous là, les sites internet, tu sais, quand on parle d'une application, ils reversaient une commission quand tu as quelqu'un acheté à travers ton site. J'ai enlevé tout ça. De la nouvelle application de Mac Forever. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'était un moyen pour eux d'encourager les gens à passer sur le Mac App Store. C'est un autre serpent de mer, la nouvelle application de Mac Forever. On en parlera dans 10 ans. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on a l'impression qu'ils mettent pas vraiment les moyens pour le développer et ils sont plutôt axés sur la restriction, en fait. Et c'est vrai que quand les développeurs ont le choix, finalement, ils préfèrent l'ouverture, ils préfèrent avoir gagné un peu peu plus d'argent en passant par leur site tout. Mais l'avenir va plutôt vers ça, c'est-à-dire qu'avec les Mac M1 tout sécurisé, là tu vois d'ailleurs c'est ta Big Sur avec un Mac M1 pour ouvrir des applications tierces, c'est la galère, hein. Donc je pense que effectivement ils veulent enfermer un petit peu les gens là-dedans, mais ils leur donnent pas assez de liberté et je pense que ça va être les grands enjeux de ce Mac App Store. Ils l'ont confié à Phil Schiller qui préfère passer son temps sur les circuits de voiture. Ouais. Je crois que ça résume bien la situation de cette boutique, quoi. Alors la vraie question, c'est est-ce qu'effectivement, c'était une question, souvenez-vous, il y a quelques semaines lorsqu'on a fait l'émission sur le MacBook Pro M1 d'un tweetos qui nous disait est-ce que quelque part l'arrivée de la puce Apple Silicon dans le Mac ne va pas obliger à terme les développeurs, puisque c'est des applications iOS quasiment qui vont tourner sur le Mac à l'avenir, obliger donc les développeurs à utiliser et privilégier Apple, privilégier uniquement le Mac App Store. C'est un scénario tout à fait plausible, on y reviendra. Mais du coup de faire des applis qui seraient hybrides, qui feraient iPadOS, iOS et macOS. Exactement. Ça pourrait avoir un avantage quand même pour les développeurs, parce que ça veut dire que Apple unifierait, ils ont commencé déjà dans Xcode, et du coup ça simplifierait, mais c'est le... Ouais. Microsoft s'y est planté, hein. Oui, je sais bien, mais Apple n'est pas Microsoft. Ouais. Troisième info rumeur, Didier.
Alors là, oui, on en parlait en fait tout à l'heure. C'est effectivement sur l'iPhone 13 l'arrivée du 120 Hz grâce au DAL LPTO de Samsung. Voilà, il y a beaucoup de gens qui se demandaient pourquoi il n'y avait pas ça depuis 1 an ou 2, mais apparemment c'était essentiellement lié à ça. C'est-à-dire que c'est pas si simple que ça de faire du 120 Hz avec des grosses résolutions en OLED. On retourne au Mac. Alors ça c'est un brevet, mais ça revient régulièrement. Ils font des brevets comme ça où tu mets ton Apple Watch ou ton iPhone sur ton Mac et il charge. Là c'est plus pour le MacBook Pro, donc d'un côté tu mettrais ta montre, de l'autre le téléphone. Et franchement, moi qui me balade souvent, je trouverais ça génial, objectivement, parce qu'il y a plein de moments où tu laisses ton ordi comme ça et puis tu pourrais poser juste tes affaires dessus. Un petit chargeur à induction, en gros, intégrer à l'ordi. Comme on le souhaite pour l'iMac dans le pied, par exemple, tout à l'heure. Je sais pas si tu as fait le test, mais si tu mets ton iPhone là, dans certains endroits de ton Mac, ça perturbe les aimants et il a l'impression qu'il est éteint. C'est très mal pensé ce truc. Mais voilà. Oui, MagSafe. Dernière info ou rumeur, Didier? Alors ça, c'est un truc très rigolo que je vous ai déniché cette semaine. C'était une interview de l'ancienne en fait RP un petit peu d'Apple, la bras droit de Steve Jobs à l'époque où il lançait le Macintosh. Donc il a aidé comme ça à contacter la presse, etc. Qui aujourd'hui a une agence de communication. C'est le personnage qui on voit dans le film Steve Jobs qui l'accompagne dans toutes les keynotes. Elle s'appelle Andy Cunningham, voilà. Et elle était très jolie d'ailleurs à l'époque. Et donc, elle est plus très jeune maintenant, mais donc elle a toujours son agence. Et elle a été appelée, en fait, c'est très drôle, par les actionnaires de Tesla, parce que, comme tu le sais peut-être, Elon Musk a viré toute la partie RP, donc relations presse, aux États-Unis, parce qu'en France, il y en a encore. Et en fait, les actionnaires étaient un peu étonnés. Et en fait, elle leur a dit non. En fait, il faut laisser finalement Elon Musk tweeter. Il faut laisser cette boîte fonctionner comme ça. Elle n'a pas forcément besoin de contact direct avec la presse. Finalement, la presse, elle ira retweeter les modèles 3 essayés par les influenceurs. Tu vois, elle ira regarder sur le site internet les communiqués de presse. Un petit peu à l'image d'Apple d'ailleurs aujourd'hui. Mais c'est assez amusant parce qu'elle a fait le parallèle à l'époque de Steve Jobs. Elle disait, à l'époque, on ne pouvait pas faire ça chez Apple, puisque en fait, il n'y avait pas tout ce qui était site internet. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, exactement. Et aujourd'hui, les marques peuvent se suffire de ça, mais ça fait quelque part pour nous, les journalistes, ça fait un peu peur. Parce qu'on se dit finalement, cette espèce de relation qu'on a avec les entreprises qui est intéressante, parce qu'on peut leur poser des questions, etc. Elle existe des fois de moins en moins dans les grosses boîtes, et on le voit aujourd'hui. Il y a des boîtes, tu leur poses une question, elles te disent parle à ma main. C'est vrai, et c'est vrai qu'on le voit, pas que pour, malheureusement, l'actualité brûlante, pas que pour Elon Musk. Twitter est un canal de plus en plus privilégié pour communiquer et pour essayer de court-circuiter effectivement les médias plus traditionnels. Allez, on reste sur le thème de la voiture et avec le retour de l'Apple Car. C'est la rumeur surprise qui est venue clôturer cette année. Il a commencé. C'est le retour d'une Apple Car dans les prochains mois. Regardez cette question Twitter de Christopher V ou Christopher 5. Est-ce qu'on serait capable de nous proposer un concept car, voire des lunettes? C'est aussi l'autre lunette à réalité augmentée. Moi, je pense plus qu'on pour un M1X ou M2 beaucoup plus véloce. J'aime beaucoup ce que vous faites et nous aussi. Alors revenons à l'Apple Car. Retour d'une rumeur d'un projet, souvenez-vous, baptisé Titan, qu'on pensait vraiment à l'arrêt, sans jeu de mots. Alors, que disent les rumeurs et analystes? Selon l'Economic Daily News, qui cite un rapport d'un sous-traitant d'Apple, on parle ni plus ni moins de la commercialisation de l'Apple Car au cours de l'année 2021, cette année, plus précisément au cours du 3e trimestre, c'est-à-dire en septembre. Les prototypes, figurez-vous, auraient été testés sur les routes californiennes. D'autres sources plus prudente évoquerait plutôt l'Apple Car en 2024. Et là, avec un alignement qui permettrait de comprendre la valeur ajoutée qu'aurait l'Apple Car par rapport à ses concurrents, une batterie révolutionnaire, et Apple pourrait ainsi se mesurer directement au Tesla et en termes de prix, d'autonomie et on verra ce qu'ils en donnera pour le reste et pour les lignes. C'est assez surprenant quand même, messieurs, pour un projet qui semblait vraiment au bord de la route. Didier, on pensait que, souviens-toi, qu'Apple allait plutôt abandonner l'idée d'un véhicule autonome et s'y diriger plutôt vers un système embarqué. C'est Bob Mansfield qui était l'ancien patron de la puce A4. C'est lui qui a créé la première puce chez Apple, qui a été nommé en 2013 le patron du projet. Et puis, il était revenu de retraite. Puis là, on a appris plus récemment via Bloomberg qu'il a quitté l'équipe en décembre dernier et remplacé par Bob Mansfield est remplacé par Gianandrea, qui est le patron désormais de l'intelligence artificielle.
Bref, les amis, ancien de chez Google, je crois. Un ancien de chez Google. Est-ce que vous croyez à ce scénario qu'Apple, finalement, produirait une auto allez, d'abord Laurent, et puis on sait que Didier, puisqu'il est devenu un spécialiste de la voiture électrique et autonome, aura beaucoup à nous dire ce soir. Je serais peut-être ridicule d'avoir dit ça. Peut-être qu'un jour ça sortira et que je dirais j'avais tort. Pourtant, j'aime bien me projeter sur les innovations, sur le changement, sur ça, mais là, j'ai du mal. Alors, le seul sous-traitant qui pourrait permettre à Apple de construire son Apple Car, il s'agirait, selon le site Moniteur Automobile, qui cite un spécialiste, Chris McNally, qui analyse chez Evercore ISI. Le partenaire le plus sérieux pour Apple serait Magnaster. C'est un sous-traitant qui est assez connu dans le monde de l'automobile, qui travaille déjà avec de grands constructeurs. Il a une usine notamment en Autriche, à Grasse. Il fabrique plutôt des véhicules haut de gamme pour la classe G de Mercedes, que tu connais bien, Didier, ou encore pour BMW et Toyota, ou même pour Jaguar. Tu sais, la Jaguar électrique que tu testes cette semaine, eh bien, elle est assemblée là-bas. Mais ça reste quand même, Didier, des petits volumes de production. C'est pas Apple, quoi. Oui, après, ce serait pas... Tu vois, effectivement, en fait, je rejoins Laurent là-dessus, c'est-à-dire qu'une voiture de masse, c'est pas possible. C'est impossible qu'ils fassent une voiture de masse dans le plus grand secret comme ça. Donc, il faudrait des partenaires, il faudrait des usines, il faudrait plein de choses. Tesla a commencé comme ça. Ils ont fait la petite série sur une voiture très haut de gamme. Ils ont mis du temps à avoir le savoir-faire aussi. Ils ont recruté pas mal de gens. Ils ont beaucoup de sous-traitants qui sont communs avec l'industrie automobile. Mais c'est-à-dire que si Apple arrive sur ce marché-là, tu veux le voir venir d'un coup. Enfin, ils vont signer des contrats un petit peu partout. Tu vas avoir plein de gens dans le projet. Et ça reste de l'industrie lourde, la voiture. C'est de l'acier. Enfin, aujourd'hui, quand tu vois un constructeur automobile, ce que c'est pas du tout comparable à un constructeur d'électronique. Il y a un petit truc amusant. Il y a Sony qui a sorti une voiture, je crois que c'était au dernier CES. Ils ont dit, ouais, on va pas la produire. Puis finalement, on va la produire. Ils ont réussi à faire la voiture. C'est-à-dire que faire un prototype, ils y arrivent. Mais arriver à produire ça à des centaines de milliers d'exemplaires, on voit que Tesla, aujourd'hui, là, au bout de 10 ans, ils arrivent à te produire 500 000 voitures par an, ce qui est ridicule. C'est-à-dire que Volkswagen en fait 20 millions à côté. Ouais. Donc si Apple voudrait faire ça, il faudrait effectivement préparer ça pendant un petit moment. Donc cette année, c'est lente montée en puissance. Hein. Non, mais toutes ces rumeurs, c'était du bullshit assuré. Et tu peux pas avoir une voiture arrivée avant au moins 5 ou 6 ans aujourd'hui. En plus, quand tu vois effectivement l'équipe de Mansfield qui a été transférée à l'équipe de Siri, en gros, hein, si je résume, ça veut bien dire qu'ils vont rester aujourd'hui sur une logique plutôt logicielle d'IA. Non, mais c'est pas impossible, tu vois, qu'ils fournissent le système des voitures. Moi c'est vraiment ce que je traite tout le temps. Hein, c'est ça. Tout ce qui est connectivité. Voilà. Vous voulez iOS sur votre machine, sur votre voiture. Aujourd'hui, il leur manque tout ça. Ils sont tous nuls. Enfin, j'exagère un petit peu. Mercedes, tu vois, vient de présenter un super système là, avec un écran qui va d'une portière à l'autre, qui est énorme. Mais non, mais bon, ils essayent de faire des choses, mais ils n'ont pas le savoir-faire logiciel qu'a Apple. Mais si on nous projetait un petit peu, pas pour 2021, vous l'aurez compris, mais plutôt sur le plus long terme, quelle valeur ajoutée pourrait apporter Apple à sa éventuelle voiture? On a compris l'ergonomie, l'écosystème, le système embarqué. Revenons à cette rumeur qui est quand même assez étonnante concernant 2024 et la particularité de cette voiture qui aurait, entre guillemets, une batterie révolutionnaire. Selon l'agence de presse Reuters ou encore Mac Rumors, sa firme serait en train de développer donc une batterie révolutionnaire monobloc basée sur la technologie LFP, lithium fer phosphate. Et en gros, ça réduirait le coût de fabrication tout en rendant le véhicule nettement plus sûr. Voilà, il n'y aurait plus, en gros, Didier, comme tu as aujourd'hui sur les Tesla, une multitude de piles, en fait, de petits accus dans une batterie qui est fermée. Tu aurais un système monobloc, c'est ça? Et là, ce serait vraiment révolutionnaire, ça? Il y a Elon Musk qui a réagi là-dessus, qui a dit qu'une batterie, une seule batterie, en fait, ce ne serait pas possible, apparemment. Alors regarde, on a préparé le tweet, on va l'afficher. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Alors, en tout cas, il n'y a pas de fumée sans feu. Ça montre que cette rumeur s'est développée comme une traînée de poudre et que Elon Musk s'est senti obligé d'y répondre. Regardez ce qu'il a dit. Alors déjà, il a répondu en touche, il a dit durant les jours. Alors, il a d'abord révélé une chose qu'on ne savait pas. Durant les jours les plus sombres du programme de la Model 3, j'ai contacté Tim Cook pour discuter de la possibilité d'un rachat par Apple de Tesla pour 1/10 de la valeur actuelle. Bonjour les actionnaires d'Apple qui doivent dire non, c'est pas possible. Et il a refusé de me rencontrer. Donc déjà, il a sorti une vacherie envers la mitine. Voilà, donc un beau manque à gagner pour Apple. Vous imaginez, hein, bon, bref. Et il a sorti donc 60 milliards
de dollars, en gros, ce qu'aurait perdu Apple s'il avait racheté à l'époque Tesla. Et Elon Musk a également, tu l'as dit, répondu directement à cette rumeur en disant que la batterie d'Apple, je le cite, Tesla utilise déjà le fer phosphate pour les véhicules de taille moyenne créés dans notre usine de Shanghai. Une monocellulaire est électrochimiquement impossible. Voilà, donc, fermez les bancs, Didier. Ouais, moi, je dirais que la partie qui m'a le plus étonné, c'est effectivement l'histoire de Tim Cook. Parce que tu te dis quand même, Tim Cook, je veux dire, il est copain avec tout le monde dans la Silicon Valley, bah oui. Mais avec Elon Musk, ça n'a pas l'air d'être le grand amour. Il se pique des ingénieurs et tout. Et puis, mais quand même, je veux dire, quand tu es Apple et que tu vois ce que fait Tesla, tu te dis, mais c'est la boîte à racheter et je veux même pas l'écouter, quoi. Même pas le recevoir. C'est assez fou, hein. Didier, tu es Tim Cook, tu rachètes Tesla. Qu'est-ce que devient Elon Musk? Ton patron, Elon Musk, ton patron, il devient patron d'Apple. C'est sûr, je suis d'accord. C'est comme ça que Steve Jobs est rentré. Donc tu es Tim Cook, tu le reçois pas. Si tu le reçois, on va te dire. Ben ouais. Tu coupes court très tôt. C'est actionnaire d'Apple parce que c'est aussi une façon de dire finalement Tim Cook. Tu vois, il fait en sorte justement de créer une bulle dans laquelle il ne peut pas sortir. Et c'est inquiétant parce que tu te dis, un rachat comme ça pour Apple, ça aurait été quand même incroyable, surtout à l'époque où, effectivement, comme disait Elon Musk, il valait quand même beaucoup moins cher qu'aujourd'hui. Ils avaient tout le savoir-faire, ils n'avaient pas redéveloppé plein de choses, ils auraient pu apporter toute leur expertise sur le logiciel, sur l'écosystème, et ça aurait été génial. Et je pense qu'il y a plein de gens qui rêvaient de ça. Mais oui, exactement. Et se dire que Tim Cook n'a même pas envisagé ça parce que uniquement il se ferait sortir d'Apple. Il n'a pas répondu d'ailleurs au mail sans surprise. Ouais, mais moi ça me surprend pas. Et effectivement, je partage assez l'avis de Laurent aussi. Allez, on continue sur la rumeur et on continue sur un dernier serpent de mer pour ce soir au registre des rumeurs, la sortie de lunettes de réalité augmentée chez Apple. Alors les Apple Glasses, est-ce qu'elles vont débarquer cette année en tout cas, c'est une perspective qui a été relancée par un rapport d'analyse du TF Security. Selon lui, un produit de AR serait disponible d'ici la fin de l'année 2021. Plutôt que des lunettes, il pourrait s'agir d'un casque. Une sorte de casque VR. C'est une information, une rumeur qui a tendance à se croiser avec une autre qui est apparue plus récemment, il y a quelques mois, de The Information de Mark Gurman, qui avançait plutôt 2022 pour le casque et 2023 pour les lunettes. Le casque et les lunettes, on pourrait penser au système de Microsoft que vous avez à l'écran. Rumeur également confirmée par Digitimes qui cite, je les cite, Apple s'apprêterait à entrer dans la deuxième phase de développement d'un prototype. Ça reste un prototype. Et en juin dernier, pour finir de clôturer sur les différentes rumeurs parues, Bloomberg a annoncé qu'Apple développait à la fois un casque AR et VR et des lunettes AR uniquement. Et enfin, Mick Schuko, le célèbre analyste, a déclaré que les fournisseurs d'Apple se préparaient à un appareil de réalité augmentée pour 2021. Brièvement, messieurs, Didier, tu y crois ou pas? Moi, j'y crois pas pour tout de suite. On sait qu'ils préparent quelque chose, mais c'est trop tôt. Oui, c'est un peu tôt, mais il y a quelques années, on parlait effectivement de contrats avec des fabricants de lunettes, et pour faire des vraies lunettes de vue avec effectivement une petite image en surimpression dessus, ce qui paraissait un peu plus réaliste, ou des Google Glass un peu plus matures. Et ça avait l'air assez abouti. On n'a rien vu sortir depuis. Tout ce qui était casque de réalité augmentée, rappelle-toi l'intégration à Final Cut et tout, ça a été présenté en grande pompe, puis après ça avait été un peu abandonné. Et du coup, j'ai l'impression que c'est le projet interne qui, tu vois, un peu comme ta télé, un peu comme 2-3 produits comme ça, qui sont allés presque au bout, puis tu sens qu'ils ont mis un petit coup de frein à la fin. Ouais. Donc, moi, à mon avis, ils sont sur plusieurs pistes, clairement, mais c'est un peu tôt. Et moi, déjà, quand tu vois comment c'est compliqué de mettre quelque chose sur la tête des gens pendant 1 heure au cinéma, leur proposer un produit qui porterait en permanence, il faudrait vraiment qu'il y ait une sacrée valeur ajoutée. Donc oui, je pense que c'est un petit peu tôt, un peu comme les iPhones pliants, voilà, tous ces trucs dont on rêve un peu, qui sont un peu science-fiction, mais qui ne sont pas encore matures technologiquement. Ouais, en tout cas, quand on voit le nombre de startups qu'Apple a racheté ces 10 dernières années dans le domaine de la réalité augmentée, on se dit que oui, il se prépare quelque chose, mais ça va prendre du temps à se matérialiser. Et c'est pas simplement pour ajouter un LiDAR à l'iPad Pro ou à l'iPhone 13 Pro ou 12 Pro plutôt. Allez, on va conclure cette émission par les derniers produits susceptibles d'être lancés. Derniers pas dans l'ordre, mais derniers produits ce soir à être présentés. Et très probable, cela, vous allez voir, en 2021, il s'agit des AirPods, des iPad Pro et des AirTags.
Allez, Didier, je vais te confier le bébé pour qu'on aille vite. Après les AirPods Max en décembre, on parle maintenant de l'arrivée prochaine des AirPods 3. Bah oui, parce que les AirPods 2, ils ont déjà un petit moment, puis il n'y avait pas eu une grosse nouveauté, hein, rappelle-toi, par rapport aux AirPods, il y avait juste le boîtier de recharge sans fil, en gros. Donc là, on pourrait reprendre un peu le design des AirPods Pro. Alors, effectivement, si tu veux un produit moins cher, il faut lui enlever des fonctionnalités, notamment la réduction de bruit. Voilà, je pense que ça pourrait être quelque chose qu'Apple pourrait enlever. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'ils vont laisser des intras, tu vois? Parce que c'est vrai qu'un vrai atout des AirPods, c'est que tu avais juste à les insérer dans les oreilles. Il n'y avait pas l'effet un peu de pression que tu as avec les AirPods Pro. Donc voilà, moi, je ne sais pas s'ils vont le faire. Il y avait une rumeur qui disait aussi qu'ils pouvaient être équipés d'un capteur lumineux. Ouais. Voilà. De nouvelles fonctions adaptées au suivi de santé aussi, pour tout ce qui est fitness. Ça, ce serait un peu plus grand public, mais du fitness, tu vois, il faudrait vraiment qu'il soit aussi étanche, hein, ce qui n'était pas le cas des AirPods classiques. Donc, est-ce qu'ils vont rajouter ça? C'est possible. En tout cas, voilà, la réduction de bruit pour le Pro, une version un petit peu allégée pour les AirPods standards, ça me paraît tout à fait plausible, quoi. On sait que c'est un marché énorme aujourd'hui. C'est l'un qui connaît la plus grosse croissance au sein d'Apple. C'est phénoménal. Rien que le chiffre fait par les AirPods, ça fait, je pense que en tout cas, il y a une réaction d'Alan Troineuse. Regardez sur Twitter, je n'y crois pas, mais j'aimerais bien un iPad Pro 15 pouces et un grand HomePod Max. Alors, l'HomePod, j'y crois pas une seconde max, pour le moment en tout cas. Mais l'iPad, c'est dans les tuyaux, Didier. Là, les dernières rumeurs avaient tendance à dire que le design ne changerait toujours pas, ce qui serait un petit peu... Bon, après, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de mieux qu'un écran bord à bord, hein, tu me diras. Il faut juste le différencier de l'iPad Air, qui lui a bénéficié des dernières puces. Ce n'est pas le cas de l'iPad Pro. Hein. Voilà, il a quand même Face ID, que l'iPad Air n'a pas. Vrai. Donc, effectivement, la puce n'a pas beaucoup bougé cette année. Donc, on pense qu'ils auront une puce quand même un petit peu plus puissante. Peut-être aussi la 5G. La 5G, c'est quand même le gros truc, hein, cette année. C'est vrai, tu as raison. Donc, ça pourrait arriver. Mais moi, je ne m'attends pas trop à de la révolution sur l'iPad Pro. On parle d'écran mini LED, tu y crois pas? Oui, non, mais je pense que ça va arriver. En fait, le mini LED, c'est logique. Hein, dès qu'on veut, ils n'ont pas mis de l'OLED sur ces écrans, donc ce sera du mini LED. On aura effectivement une consommation un petit peu. Ça peut être une nouveauté, tu vois, d'avoir une autonomie un peu meilleure. Aujourd'hui, l'iPad Pro, l'autonomie, c'est pas foufou. Hein. Ouais. En tout cas, le mini LED, moi, ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé l'iPad Pro là pendant les vacances. Je me suis fait un petit peu plaisir pour regarder quelques vidéos. Et c'est vrai que moi, qui ai tellement l'habitude de les regarder sur l'iPad, sur l'iPhone, qui est au LED. Eh bien, regardez un film avec un noir qui n'est pas profond. Alors, je ne vais pas jouer les geeks pleureuses, mais c'est vrai que le gris m'a un peu gêné parce que c'est vrai que le noir est souvent plus profond en LCD et le mini LED permettrait d'obtenir un noir vraiment profond comme l'OLED. Regardez cette réaction de Potra TV, Anthony Ourelou sur Twitter. On veut les AirTags. Où sont passés les AirTags, Laurent? Je comprends pas, je sais pas. On les cherche, c'est un comble. Hein. C'est plus d'un an qu'on en parle. C'est même presque 2. On dit que ça va sortir en byproduct d'un événement. Et ouais, tout à fait. Et en plus, on a un design, on a trouvé dans le code source les icônes et tout. Ouais, il y a un leaker qui a présenté une vidéo de démonstration. Ouais, sur YouTube, donc du coup, bon. On a l'impression, tu sais, j'ai l'impression que c'est la politique française. C'est-à-dire, la politique française, on te fouille une information pourrie, sur que les Français s'y habituent, puis après, quand ça sort, finalement, c'est pas grave. Là, la grosse information, c'est ça va coûter cher. Oui, mais en même temps, c'est un produit Apple, on va pas se douter. De toute façon, ils vendent toujours tout trop cher. Oui. Donc, du coup, j'ai l'impression que c'est juste, on nous informe, on nous fait passer la pilule d'un produit cher. Après, j'ai déjà dit ce que j'en pensais. Je pense que c'est... Moi, je suis un gros utilisateur de Tile, j'adore. Tile, oui, c'est les petits trucs. Hein, j'ai fait un de mes coups de cœur, je crois, sur Noël. Et, mais du coup, je pense que ça pourrait être un super produit pour traquer plein de choses, surtout avec le réseau de iOS et iPhone. Ça pourrait être top. Après, qu'ils le sortent, quoi, qu'ils arrêtent de nous faire attendre, qu'ils le sortent et qu'on passe à une nouvelle rumeur d'un nouveau produit qui vont mettre 3 ans à sortir. Ouais, j'espère que ça ne va pas finir comme le chargeur induction d'Apple, mais je ne pense pas. Il y a de bonnes chances qu'il arrive. Question de temps et d'opportunité pour Apple. Et puis peut-être que la pandémie a un peu aussi perturbé et ralenti la production de ce produit qui était peut-être un peu moins essentiel, Didier. Tu sais, Olivier, il y a une rumeur, enfin, je sais plus, c'était une info qui est sortie il y a quelques temps qui disait qu'ils ne les sortaient pas parce qu'ils avaient peur justement du procès contre Tile. Ah bon? Voilà, parce qu'il y a des brevets, il y avait pas mal de choses autour de ça. Vu la capitalisation d'Apple et le cash qu'ils ont. Mais là encore, pourquoi ils ne l'ont pas racheté, quoi? Tu dis quand même, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas racheter des micro-startups pour refaire des produits, tu rachètes pas Tile, tu rachètes pas Tesla.
Alors que les produits, comme dit Laurent, ils sont géniaux et adaptés à l'écosystème Apple, ce serait super ces trucs-là. Allez, nous sommes arrivés au terme d'une année d'Apple qui semble vraiment riche en nouveaux produits. Nous aurons bien sûr l'occasion d'y revenir tout au long de cette saison dont refait le Mac. En attendant, place à votre coup de cœur, les amis. Comme Cédric il semble-t-il accaparé par le petit Oscar, donc on va tout de suite enchaîner avec Didier. Écoute, moi je vais te parler en fait, de ma vidéo de fin d'année. J'ai testé une voiture électrique, comme tu t'en doutes. Bah tiens. Et j'ai testé la première voiture électrique de Mazda, qui est le MX-30, et qui est une voiture qui est super sympa à conduire, vraiment très cool. C'est un petit SUV des villes, il a une bonne reprise, il est très très rigolo, il est bien équipé. Alors technologiquement, on va dire que ça va, c'est pas la folie furieuse, mais ils y croient pas. Et c'est assez marrant de voir une marque comme ça. Et ben déjà, dans le capot, ils t'ont mis tellement de place que tu peux mettre un moteur thermique. Du coup, ils vont en mettre un, c'est-à-dire qu'ils vont te mettre un petit moteur thermique pour régénérer la batterie, tu vois. Mais ils l'avaient prévu dès le début. Donc tu dis, c'est pas possible. Ils misent pas à fond sur l'électrique, quoi. Exactement. Ensuite, quand tu vas dans la voiture, tu rentres la dedans. i3 est comme ça, BMW i3 est comme ça. Mais tu as un bruit de voiture thermique quand tu avances dans l'habitacle. Ah, c'est-à-dire qu'ils l'ont mis dans les haut-parleurs, tu veux dire? Oui, et tu peux pas le désactiver. C'est-à-dire que tu achètes une voiture électrique pour pas avoir ça. Pole position. Tu peux pas le désactiver. Et dernier point quand même qui est pas des moindres, c'est que j'ai essayé de faire un peu des trajets avec, tu vois, d'aller de Lausanne à Lyon, de me déplacer un petit peu. C'est une voiture sur autoroute, en hiver, elle a 100 km d'autonomie. C'est une blague. Tu me dis qu'il faut mettre un deuxième moteur. C'est la réserve d'une voiture à essence. C'est-à-dire que, elle coûte pas très cher. Elle coûte 25 000 hors bonus, donc tu peux l'avoir pas trop cher. Mais tu dis quand même, 100 km sur autoroute, mais en fait, tu as tellement peur d'aller aux bornes, en plus, qui marchent pas, que tu vas y aller tous les 70-80 km pour te laisser un peu de marge. Mais je me suis fait des trajets où je me suis vraiment fait peur, où j'étais, tu vois, dans le noir à chercher des bornes de village et tout. Et je me dis quand même, c'est drôle de voir, tu vois, on parlait d'Apple Car, de Tesla et tout d'un côté. Et puis ces marques-là qui ont tout l'outil industriel, mais qui n'osent pas y aller, en fait, qui vont à reculons. Merci Didier. Laurent, de ton côté. Écoute, je vais commencer l'année par un coup de gueule. Non. Ouais. Je vais commencer l'année par un coup de gueule. Vous savez tous ici ma passion pour les drones. Hein, j'adore ça. Je trouve ça sympa. Je trouve ça ludique. Ça prend des belles photos. C'est des vues. Alors bon, maintenant on commence à s'enlacer parce que avant, la première fois que tu vois une photo un peu difficile à faire, tu dis mais tu l'as fait en hélicoptère, non, sans drone, ça fait avec rêver, des angles. Quand même de beaux objets. C'est des beaux objets. On peut se faire plaisir. On peut s'amuser. C'est utile, professionnellement tout ça. Et donc là, on a une réglementation européenne poussée à l'extrême en France, hein, qui fait qu'aujourd'hui ça devient une tannée de voler, quoi. L'immense majorité des drones disponibles aujourd'hui, à part le drone vraiment léger, alors dont le mini qui fait moins de 250 grammes, ça devient une tannée de faire voler un drone. Tu peux pas voler à plus de 50 mètres d'une personne physique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut passer quoi? Des examens Déjà, il y a énormément de réglementations sur l'usage. C'est-à-dire que où que tu sois, tu n'as pas le droit de voler en ville, tu n'as pas le droit de voler. Alors tu comprends l'idée. L'idée, c'est que personne n'a envie de se prendre un drone sur la gueule. Surtout à côté d'un aéroport, par exemple. Non, mais tu comprends, tu comprends la finalité. Maintenant, le nombre d'accidents qu'il y a par drone par an, c'est ridicule, quoi. J'ai rencontré beaucoup plus de monde qui ont craché leur drone dans la nature ou au fond d'un lac que quelqu'un qui s'est pris un drone, sur le coin de la gueule, quoi. Et du coup, en fait, on va plus cracher. Je sais plus qui c'est, si c'était Reagan qui avait dit too much taxes are killing taxes. Tu vois, et là, j'ai l'impression que trop de réglementation tue la réglementation. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que finalement, on va arriver à un stade où les gens vont voler normalement. Les gens vont, comme les drones vont être bridés logiciellement, les gens vont faire comme les iPhones quand ils les jailbreak, ils vont jailbreaker leur drone. Et donc, on va avoir des machines volantes dangereuses. Voilà, c'est tout. Donc, c'est un coup de gueule. Je te ferai un coup de cœur la semaine prochaine. Très bien. De mon côté, c'est un vrai coup de cœur. Regardez, c'est une app pour personnaliser les cadrans de votre Apple Watch. Comment c'est possible? Nous l'avons regretté depuis la sortie. Mais comment c'est possible? Que justement, l'impossibilité de vraiment personnaliser ces cadrans. Et bien sûr, de pouvoir installer, vous savez, les Faces de son choix, et surtout celles qui singent les montres des grandes marques. Et c'est désormais possible grâce à une app qui s'appelle Clocology. Elle est gratuite, mais il faut activer un petit abonnement de $2 par mois pour pouvoir installer le cadran de votre choix. Alors non seulement vous pouvez créer vous-même vos propres cadrans, on va s'amuser à créer peut-être un cadran refait le Mac, avec les aiguilles et l'heure, hein,
pas simplement les heures, minutes, secondes et même la trotteuse, comme il y a aujourd'hui uniquement sur les cadrans d'Apple, mais via le groupe Facebook de l'application, vous pouvez télécharger des cadrans réalisés par des utilisateurs qui l'ont fait bénévolement. Alors, il faut un peu bricoler au début pour synchroniser les cadrans, parce qu'encore une fois, on est même étonné qu'Apple laisse faire. Mais bonne nouvelle, on vous a préparé une vidéo de tutoriel que vous pourrez retrouver sur notre chaîne très prochainement pour vous expliquer en détail comment faire. Et c'est la petite Philippine, Nito, qui nous a rejoint, qui va faire ces petites vidéos. Bienvenue à elle. Voilà, c'est la fin de ce 393e épisode d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine, les amis. On va voir si Apple va enfin nous envoyer les AirPods Max et on pourra peut-être consacrer une émission. Voilà, encore une fois, merci de votre utilité. Merci de nous suivre chaque semaine maintenant depuis presque 11 ans. De nouveau, mes meilleurs voeux pour 2021 et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et comme d'habitude, pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton et n'oubliez pas également de cliquer également sur le petit pouce. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.